Bonjour, bienvenue dans votre magazine Les gens des Hauts. Situé au confluent de l'Aisne et de l'Oise, à la lisière d'une forêt majestueuse, ville royale et impériale, Compiègne est une cité où il fait bon vivre à peine 80 km de Paris. Alors voyage dans ce pays d'air, de terre et d'eau, il y en a beaucoup aujourd'hui, et de feu, enfin pas de feu, de forêt et de mémoire. Allez, sommaire! J'irai voir Jean-Pierre qui a de l'or dans les doigts. Je vais faire un tour en forêt avec Michel, où je vais rencontrer de drôles de petites bêtes. Jimmy et sa famille me recevront dans leur garage solidaire. Et les frères Collineau vont me faire prendre de la hauteur. Oui, prendre de la hauteur. Et voir Compiègne. Cette ville, au confluent de l'Aisne et de l'Oise, à la lisière d'une forêt majestueuse. Compiègne, qui fut le théâtre d'événements majeurs de l'histoire de France, si impériale et si humaine. Je vous emmène dans un haut lieu de la vie de cour, dans l'intimité des rois et des empereurs. Ce château fut un haut lieu de la vie de cour et de l'exercice du pouvoir. L'originalité et la beauté du plus grand palais néoclassique français, la qualité de ses décors et de son mobilier, constituent un ensemble unique qui, aux côtés de Versailles et de Fontainebleau, est l'une des 3 plus importantes résidences royales et impériales françaises. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que ici nous sommes dans l'intimité des rois et des empereurs? Le château a été construit sous Louis XV et Napoléon Ier, les rois de la Restauration et puis Napoléon III sont venus fréquemment ici à Compiègne. C'était une résidence de chasse au départ et Napoléon III en a fait un lieu de vie et de fête important. Donc il vivait vraiment ici au quotidien. Alors au quotidien, sur des périodes très précises de l'année. La légende raconte qu'ici, on faisait la fête un peu. Ça dansait, ça... Effectivement, on parle beaucoup des séries de Compiègne, qui sont donc ces périodes où l'empereur Napoléon III invitait le tout Paris. C'était pour lui l'occasion de sentir un petit peu, entre guillemets, ce qui se faisait de mieux dans la capitale. Ça permettait de les recevoir de façon moins protocolaire qu'au Palais des Tuileries à Paris. On allait à la chasse, on se promenait en forêt, on jouait. Et puis le soir, effectivement, il pouvait y avoir des bals organisés ici même dans cette salle. Et puis les soirs aussi, il y avait des tables qui étaient dressées pour jouer aux cartes ou jouer au billard également dans certains espaces. Étienne, je vois que vous avez les clés du château. Vous avez toutes les clés, toutes les portes, on peut aller partout On peut ouvrir un certain nombre de portes, peut-être pas toutes, mais oui. Vous m'emmenez en visite alors? Volontiers. Allez. Et lequel celui-là? Eh bien, c'est notre ami Napoléon. Beau gosse, hein, quand même. Alors là, c'est ici que Napoléon prenait son repas ou ses repas avec Marie-Louise. Alors là, on est dans la salle à manger de l'impératrice. C'est effectivement ici que Napoléon a dîné pour la première fois avec la future impératrice Marie-Louise, qu'il va épouser 3 jours après à Paris. Eh ben, hein, Compiègne, ville d'amour et d'histoire. Oui, faut dire qu'ici, les empereurs avaient des arguments pour charmer leur dulcinée. Bon, et quand Bonaparte divorce, bah ça devient compliqué. Alors faut changer toute la déco. Alors, ici, nous sommes bien dans la chambre de Marie-Louise, qui a été dessinée ou conçue par Joséphine. Alors, nous sommes effectivement dans la chambre de l'impératrice, chambre qu'a habité Marie-Louise pendant ses différents séjours à Compiègne. Mais c'est effectivement Joséphine, la première épouse de Napoléon, qui a conçu le décor avec son architecte Berthaud, avec notamment ce principe du lit et du dais retenu par 2 personnages ailés, quelque chose de très gracieux, très féminin. Et ça, au départ, c'était la lettre J de Joséphine. Alors quand Marie-Louise a vu ça, elle a fait du J une corne d'abondance. Ce qui est impressionnant au château de Compiègne,
c'est l'importance du mobilier presque intact. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est loin, que le lit est petit, mais en fait c'est vrai que quand on se rapproche, on voit vraiment que il est grand. Hein. Comme dans la chambre de l'impératrice, on a un lit qui est tout à fait à taille habituelle. Simplement, il paraît plus petit parce qu'il est dans un espace qui mesure 5 à 6 mètres de haut. Il y avait un petit escalier pour monter. Ben voilà, parce qu'on a un lit qui est effectivement assez haut. Sautez pas comme ça. Non, du coup, il y a effectivement un marchepied qui permet de rejoindre la couche. Bon alors ça, c'est une trace donc de vie, hein, on peut dire, du palais. C'est le fils de Napoléon III. On trouve ici donc une date, le 14-10-1868, qui a été gravée dans le marbre par le prince impérial. Il avait 12 ans. Pourquoi il a fait ça? Parce que, voilà, peut-être a-t-il été puni, peut-être s'ennuyait-il. J'ai vraiment l'impression d'être ici dans l'intimité du pouvoir, à la fois si prestigieux et tellement humain. Parfois, le cadre est plus important que l'œuvre elle-même. Et pour faire ça, il faut de l'or et 10 doigts. Rencontre avec Jean-Pierre qui a de l'or dans les doigts. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Fontaine, je suis installé depuis 1989 artisan d'Horreur-sur-Bois, après un apprentissage de 8 ans sur Paris. Voilà une des pièces majeures que j'ai restaurées, un retable de la première partie du XVIIe siècle. C'est un travail qui m'a pris environ 3 ans. Et il a fallu aussi en même temps s'imprégner de l'objet pour pouvoir travailler dessus correctement et récupérer sa dorure initiale. Je suis arrivé par hasard dans ce métier. J'ai toujours été sensibilisé par l'art et les objets d'art. Ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. J'ai un ami qui m'a interpellé en me disant que j'avais un vrai métier dans les mains. Chose que je ne m'étais jamais vraiment rendu compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent devant leur bureau, dans les papiers. Là, c'est vraiment un métier manuel. On dit parfois que le cadre est plus beau que l'œuvre elle-même. Ça, c'est parce que ce sont des personnalités qui ont peint, et puis les encadrements ont été sculptés dans des ateliers royaux, et c'est prestigieux. Ça, c'est un carnet de feuilles d'or, ce qu'on appelle de l'or demi-jaune, 22 carats et demi. C'est l'or qu'on utilise le plus fréquemment pour la restauration d'objets en bois doré. On fantasme beaucoup sur l'or, mais pour moi, c'est un matériau complètement quotidien. D'ailleurs, on n'arrête pas de me demander ces dernières années, l'or doit coûter cher. Non, c'est un matériau transformé, destiné au travail, et pour le coup, les feuilles d'or n'ont pas eu une augmentation aussi importante qu'on peut penser. Je pense de plus en plus à la transmission. Ce serait plutôt retransmettre aussi mon atelier et mes clients, en plus de mon savoir-faire. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Ce sont des métiers du fait qu'on travaille seul dans son atelier. C'est pas dû à tout le monde. La solitude, parfois, ça me pèse. Travailler chez soi, sortir de chez soi, traverser sa cour, et puis rentrer dans son atelier et être encore seul, c'est compliqué. Heureusement, de temps en temps, on a des chantiers. Alors là, ça fait bouger, là, c'est bien, on rencontre des gens, les gens sont intéressés. Le plaisir du doreur, c'est déjà d'aller chercher l'objet dans les musées. Des fois, on rentre dans les réserves, ça c'est un privilège. On va aussi rentrer dans un beau château, on va côtoyer le châtelain qui va nous raconter un peu son histoire personnelle en décrochant l'encadrement et nous disant que c'est le portrait d'un tel et d'un tel, voilà, son histoire. Juste en face du château, une avenue, verte, de 4 km. Une avenue qui perce la forêt de Compiègne, la 3e plus grande forêt de France de feuillus, après celle d'Orléans et de Fontainebleau. J'attends mon prochain rendez-vous.
Bon, je me sentais plus en sécurité dans le château, hein. Et visiblement, il y a du monde ici. Mais toujours pas Michel. Bonjour Camille. Oh, bonjour Michel. Vous avez jamais peur dans cette forêt-là? Elle est quand même gigantesque. Et il y a combien d'hectares ici? 14 000 hectares, c'est quand même c'est une grande forêt. C'est une grande forêt. Ouais, c'est en plus- une des plus grandes forêts domaniales de France, hein, c'est le troisième. Et j'ai entendu des bruits bizarres, hein. Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici quand même. Ah, sauvage, oui, il y a des animaux sauvages, mais c'est quand même un milieu qui est réconfortant, c'est apaisant, hein, C'est vrai. cette forêt. Je voulais savoir, parce qu'elle a été quand même créée hein, par les hommes, cette forêt-là. Est-ce que tout a été créé ou est-ce qu'il y a une partie quand même de végétation totalement naturelle? Du vrai naturel, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a plus de 80% du massif qui est issu de plantation. Ici, c'est des chênes qui ont 400 ans. Ils ont été semés ou plantés par des moines qui étaient dans une petite abbaye qui est située pas loin d'ici. Et vous pensez que les moines qui ont planté, ils ont vu une partie de leur travail ou pas du tout? C'est ça l'intérêt du forestier, c'est qu'il travaille pour les générations à venir. Gérer une forêt aussi dense, c'est aussi gérer un équilibre entre la faune, la flore. Mais la forêt, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est quoi? C'est des équilibres qui sont à préserver. Et donc les équilibres, l'équilibre entre la faune et la flore. Mais il n'y a pas que ça. La forêt, ça emmagasine du CO2, ça produit de l'oxygène, ça permet aux populations locales de profiter d'un espace relativement serein. C'est aussi un milieu important pour l'eau. Hein, l'eau, on n'en parle pas suffisamment, mais la forêt, c'est une sorte d'éponge. Hein. Mais Vous n'avez pas entendu un truc là? Des loups ici, Edouard, des loups ici là. il y a eu des loups, il n'y en a plus. Vous êtes sûr qu'il n'y en a plus hein? Ah oui, certains, il n'y en a plus. Toutefois, le loup, il revient. Hein. Il n'est pas très loin d'ici. C'est vrai? Au revoir Michel. Il va revenir. Je suis content de vous voir. Non, pas question de quitter Michel, car dans ce poumon vert de 140 km², il faut savoir trouver son chemin. You send chills right through me when I look at you. Michel, on peut se perdre quand même ici, non? C'est facile de se perdre, 14 000 hectares. Oh, c'est difficile de se perdre. Il suffit de regarder derrière. Là. On a un beau poteau de carrefour. Sur Compiègne, il y a 300 poteaux de carrefour comme ça, avec un petit rectangle rouge. Alors ça, c'est un rectangle qui a été posé sous Napoléon III. Ah oui, parce que l'impératrice s'est perdue dans la forêt, elle s'est perdue. On veut dire qu'elle est rentrée un peu tard au château en donnant comme prétexte qu'elle n'avait pas trop bien retrouvé son chemin. Donc Napoléon, il a dit, bon, puisque c'est ça, on va mettre des repères sur les panneaux. Donc il a fait installer, peindre un petit rectangle rouge sur tous les panneaux. Et quand on se met dos au point rouge et qu'on regarde, on regarde dans la direction du château de Compiègne. Et donc comme ça, hop, on avance. Et on va sur le château. Mais moi j'ai une théorie, elle ne s'est pas perdue dans les bois. Elle fricotait avec le garde forestier de l'époque. Avec ses 511 carrefours, ses centaines de kilomètres de route, la forêt reste un endroit de balade exceptionnel. Il y a quand même de la route, ici il y a quand même des pistes cyclables, des 450 km de route dans le complexe, c'est ça? Oh, il y a plus que 450 km, il y a 700 km de route en gros qui sillonnent le massif. Il y en a environ 60 km qui sont asphaltés entre les routes publiques et les routes forestières. Et puis il y a des itinéraires un petit peu plus précis pour une circulation douce, comme on dit, pour les vélos. Là, on parle de route, mais tout le monde ne peut pas les traverser, ces routes-là. On a un système qui s'appelle un crapauduc. En fait, c'est comme un passage piéton, quoi. C'est pareil. Donc là, c'est un dispositif qui permet, au moment de la période de reproduction, donc aux crapauds et aux amphibiens qui vivent toute l'année en forêt, de traverser pour aller dans les zones où ils pondent, c'est-à-dire les zones humides. Il y a un monsieur qui est en charge de... C'est avec toutes les associations, les bénévoles qui participent à cette opération. Alors voilà nos petites protégées. Salut. Et puis on les ramasse au fur et à mesure.
Tu me donnes un coup de main? Ouais. Mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez quand même. Hein. Tiens. Mais ouais, voilà, c'est bien. Je prends votre main comme ça, hop, on le saut très bien comme ça. Parce que j'ai quand même entendu beaucoup de bruits bizarres, j'ai vu beaucoup de bestioles aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont mignons en tout cas. Très bien. Ils sont mignons donc ces crapauds là. Hein. C'est des crapauds et des grenouilles. Et des grenouilles. Sans se faire attraper par un renard, un corbeau. Secoue. Allez, c'est parti. Là-bas. Je quitte les grands espaces aux abords de Compiègne pour rejoindre les faubourgs de la ville. Je me rends dans une entreprise pas comme les autres. Son patron, ex-champion de foot, a quitté le monde du ballon rond pour créer une structure originale autour de la solidarité. Oh oui, regardez. Il va centrer, il met ça au centre du terrain. Voilà, on voit comment il visse sur le côté. Oh là là, il accélère le mouvement sur le côté. Il me semblerait que c'est la courroie de distribution. Non, c'est parce que je cherche un footballeur professionnel qui travaille ici, c'est un peu le patron. C'est votre véhicule celui-là? Oui. Donc vous travaillez sur votre propre véhicule dans un garage? Oui, Ça c'est original ça. Bon, allez, on continue la recherche. Ça sera prêt pour les vacances ou pas? Ah oui, non, c'est Ouais. vrai, c'est bon. Je vais te changer plaquette, c'est bon. Ah bah voilà. Ah. Eh bien je vois que la famille est au complet alors. Hein? La famille Adjovi-Bocco. Jimmy. Camille, enchanté. Enchanté. Pascal. Jérémy. Enchanté. Ah j'ai enquêté, hein, je connais les prénoms de tout le monde, mais il en manque un, il manque Guy, le garagiste, il est où? Ah bah, Il est là, Guy. Maître Guy, venez avec nous, venez nous rejoindre. Ça va? Bon alors, voilà, vous êtes réunis tous les quatre comme ça, donc on peut officiellement le dire, ce garage, c'est une affaire de famille quand même. Oui, c'est une affaire de famille qui marche depuis 3 ans maintenant. 3 ans où on accueille les gens pour leur voiture, mais surtout pour passer de bons moments. Mais qui a eu l'idée de faire participer les gens à la réparation de leur propre véhicule? Bon, c'était une idée partagée avec Guy. On a une mère qui était assistante sociale et c'est vrai qu'on a toujours vécu dans ce milieu un petit peu d'entraide. On s'est dit que ça pouvait être associé aussi à la mécanique. Alors on va faire un petit retour sur votre parcours de footballeur professionnel. Donc si mes souvenirs sont bons, il y a Tours, Amiens, il y a Lens. Et vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 22 ans à Amiens et j'ai terminé à 35 ans à Édimbourg en Écosse, après 6 années passées au Racing Club de Lens. Quand j'ai terminé ma carrière en Écosse, j'ai repris mes études à Subloco Lille, à Schema Business School, pour mettre en place un projet au Sénégal, un centre de formation qu'on a créé avec Bernard Lama et Patrick Vieira. Pascal, quelle est la philosophie de ce garage? À la base, c'était surtout pour avoir une action sociale autour de notre garage, pouvoir permettre aux gens de venir réparer eux-mêmes leur voiture. Donc, ils peuvent louer le pont et l'outillage. J'ai vu le slogan. Et ils sont aussi encadrés par nos mécaniciens. Il y a ceux qui savent vraiment réparer leur voiture et qui sont totalement autonomes, et ceux qui ont peu de connaissances en mécanique et qu'on va bien encadrer et on va laisser un peu plus de temps pour réparer leur voiture que les temps qui sont officiels. Voilà. Alors Jérémy, le petit dernier de la famille, changement de carrière aussi un peu comme votre père. Ouais, Vétérinaire et maintenant garagiste. ouais, c'est ça. Peut-être pas garagiste non plus, hein. Moi, j'accompagne plutôt mon oncle Guy sur la gestion du garage. Mais oui, à la base, j'étais vétérinaire il y a encore 2 ans de cela. Et du coup, après une école de commerce, ça m'a permis d'avoir quelques compétences supplémentaires pour justement aider sur tout ce qui est, on va dire, économique, financier et un peu de, on va dire, de marketing, d'organisation, tout ça, quoi. Il y en a là-dedans, comme on dit, il y en a là-dedans chez les Bocco. Les Bocco, On aime bien réfléchir, on va dire ça. Jimmy, vous êtes généreux, vous êtes proche des gens, vous êtes dans l'action sociale. Le côté bling-bling du football, c'est pas votre truc, j'ai l'impression. Non, ça n'a jamais été mon truc et ça ne le sera jamais. On essaye d'apporter du soutien et puis des valeurs. On la joue collectif. On est sur des valeurs de partage, d'échange.
comme sur un terrain, comme avec le public, comme avec les coéquipiers, et notamment des choses qu'on a trouvées dans les Hauts-de-France avec ce formidable public du Racing Club de Lens. Voilà, c'est essayer de recréer tous ces échanges et ces partages que j'ai pu vivre dans le football. Je quitte ces belles personnes pour rejoindre d'autres créateurs de liens. Ils ont su concrétiser leurs rêves en restant dans les nuages. La région des Hauts-de-France a toujours été une terre de pionniers de l'aviation. Blériot, les frères Caudron et aujourd'hui les frères Collineau. Je rentre dans un temple de l'aéronautique, créé par deux frères passionnés. Le Cercle des Machines Volantes. C'est une association de bénévoles qui restaure des coucous qui ont fait l'histoire de l'aviation. Ça bosse ici. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Enchanté. Bonjour messieurs. Bon alors, le CMV, Cercle des Machines Volantes, quelle aventure, ça fait combien de temps qu'elle existe l'association? Eh ben, l'association existe depuis une dizaine d'années et voilà, on a pour mission de restaurer des avions anciens, comme celui-là. On a fédéré des gens autour de nous et on se retrouve aujourd'hui à une cinquantaine de bénévoles. Les plus jeunes ont 17 ans et le plus ancien a 83 ans. Donc c'est vraiment en plus... tous les âges sont représentés, quoi. C'est intergénérationnel. Oui, oui. On a des membres de l'association qui habitent d'ailleurs partout sur Terre. On a des gens en Nouvelle-Calédonie, on a des gens en Guyane. Bref, c'est un réseau qui permet de récupérer des pièces ou des plans ou des projets d'avions. Et voilà, chacun a son rôle. Il y a des gens qui travaillent ici à l'atelier pour refaire les avions, mais il y a aussi des experts dans les plans, par exemple, les plans d'avions techniques, qui restaurent les plans. Et ça, c'est un boulot qu'ils font chez eux, mais qui est essentiel aussi pour restaurer nos avions. Donc on a quelques avions des débuts de l'aviation, et principalement, effectivement, des avions de l'entre-deux-guerres. C'est l'âge d'or de l'aéronautique, parce que c'est là où il y a eu un énorme progrès de réaliser. Et c'est aussi les plus belles machines, comme dans l'automobile, où on avait des très belles carrosseries. J'imagine ces pilotes, ces pionniers de l'aviation. Ils ont dû prendre bien des risques pour accomplir le rêve d'Icare. Et parfois, se brûler les ailes. Oui, il y a eu pas mal d'accidents, on estime à 1000 morts. 1000 morts pour permettre à la technique de se faire voler un avion comme il faut au tout début. Ça a coûté des vies. Qu'est-ce qui fait concrètement, quand on est deux frères, jumeaux en plus, qu'est-ce qui fait que si jeune, on s'intéresse subitement à l'aviation, qu'on a envie de prendre l'air? Je sais pas, en fait on était des garçons, donc on est toujours attirés par la mécanique. Dans notre famille, il y a eu quelques pilotes et quelques personnages pendant la guerre qui ont fait des choses importantes. Et du coup, en fait, on a toujours entendu parler de ces récits. Puis voilà, ça nous a donné envie. Donc on a eu juste la possibilité de le faire, et puis on s'est donné les moyens de le faire assez tôt, quoi. Un avion, c'est... Il y a une troisième dimension, en fait. C'est pas le fait juste comme une voiture, par exemple, de rouler. Il y a aussi le fait que l'avion vole. Donc il y a une partie scientifique, technique, qui est intéressante, de savoir la physique, comment un avion peut voler. Il y a une partie de magie, en fait. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cet avion. Assez jeune, on a acheté une épave d'avion et puis on l'a restaurée complètement. Assez jeune, quel âge à peu près? On devait avoir 18-19 ans. Pièce par pièce, on a remonté cet avion en s'aidant d'amis qui nous donnaient des conseils, d'anciens qui nous récupéraient des pièces qui traînaient dans les greniers des hangars d'aviation. Ils étaient ravis de donner ça à des jeunes pour remettre un avion comme celui-là en état de vol. Comment ça s'est passé le premier vol? Le premier vol, c'est quand même un événement. Il y a toujours une part d'inconnu et c'est un grand moment parce que vous partez de pièces détachées en 1000 morceaux et vous amenez l'avion au vol. C'est une satisfaction assez énorme. Et puis ça nous a donné l'idée de faire autre chose après, de refaire d'autres avions et de créer ce qu'on a pu créer ici, quoi. Quel est votre métier aujourd'hui avec lequel vous vivez? Je m'occupe de la maintenance des Boeing 777 pour Air France. Ils sont quand même plus gros que les avions. Ils sont un peu plus gros et un peu plus modernes, voilà. Moi, je suis spécialisé dans les communications, en fait, le Wi-Fi à bord des avions,
tout ce qui est le divertissement à bord des avions. Je fais en sorte que l'avion reste en permanence connecté en fait en Wi-Fi quoi. Voilà. Ah, voler. Voler et voir Compiègne. Sa nature. Prendre de la hauteur. Pour mieux contempler. Ces hommes et ces femmes qui font la fierté des Hauts-de-France. Ouais, bon enfin moi personnellement, prendre les airs, c'est pas trop mon truc. Hein, je préfère encore le contact direct avec les gens. Avec les gens des Hauts, bien sûr. Coupé. Tour de contrôle, l'émission est terminée. L'émission est terminée. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment dans cette belle région impériale avec ces gens des Hauts, ces Compiègnois et Compiègnoises qui sont des princes et des princesses du plaisir de vivre. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre nos aventures sur Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les gens des Hauts. Et d'ailleurs, à bientôt! Tomber du ciel à travers les nuages. Quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit. C'est quand même pas facile le tournage avec la pluie, tout ça là. Ouais, non, mais c'est très bien, il pleut un peu là, faut même pas mettre le parapluie, ça sert à rien le parapluie. C'est excellent pour la forêt. Là, il pleut 2 gouttes, c'est pas... 2 gouttes? Oui. Pas plus. Pas plus. Non, mais on est bien là.